Le citoyen lambda du XXIIIe siècle n'a généralement pas à s'en faire pour sa pitance, tant le système économique en place est efficace. Le gouvernement a la main mise sur tout ce qui touche aux denrées de première nécessité, l'eau, la nourriture, l'énergie et la médecine. Tout le reste appartenant à de puissants groupes commerciaux, comme par exemple Stardrive Industries, une entreprise spécialisée dans l'armement militaire, ou encore Nové, le leader terrien du voyage spatial civil. La fédération se fait en outre un devoir de maintenir des prix en accord avec la moyenne de salaire de la population mondiale, et surtout, comme le préconise la Constitution, ne pouvant pas faire l'objet de bénéfices supérieurs à un seuil établi. Ceci étant d'autant plus vrai depuis l'unité mondiale, celle-ci ayant permis une homogénéisation des salaires et de l'inflation sur toute la planète. De vigilants organismes s'assurent par ailleurs qu'aucun prédateur ne tente de détourner l'économie à son avantage, d'autant plus qu'à cette époque de surinformation, une quelconque hausse des prix n'étant pas liée à la hausse des salaires attirerait tout de suite l'attention des réseaux sociaux et du comité de surveillance constitutionnel. De fait, tout le monde peut se nourrir et disposer de l'énergie à un coût abordable et juste, et hormis quelques exceptions rapidement résolues, aucun prédateur n'a jamais réussi à passer outre ce système. Une des grandes forces de l'économie du XXIIIe siècle fut la suppression en 2042 du système bancaire traditionnel dans tous les territoires de l'IAC. Celui-ci fut remplacé par un système informatisé contrôlé directement par le gouvernement et financé par les impôts. Ce mécanisme informatique ultra sécurisé, appelé Centrale bancaire internationale, ne peut pas spéculer ni faire de profit de quelque manière que ce soit. Il ne s'agit en effet que d'une base de données conservant en sécurité le patrimoine de milliards de citoyens de la FPT. Pour retirer ou dépenser de l'argent, une personne doit présenter une empreinte biométrique valide à une borne de paiement ou de retrait. Les crédits FPT sont généralement utilisés via de petites cartes électroniques génétiquement liées à leurs propriétaires afin d'éviter au maximum la fraude et les vols. Une sécurité renforcée par le fait qu'elles soient remplies d'un montant fixe déterminé au moment du retrait. Une fois vides, ces cartes sont inutilisables tant que leur propriétaire ne les a pas rechargées à une borne de retrait, et ces retraits sont extrêmement surveillés par la Centrale bancaire internationale. D'autre part, malgré la disparition du système bancaire traditionnel, le système d'emprunt reste toujours possible, mais ce dernier ne s'accompagne d'aucun intérêt en vertu de l'interdiction du CBI de faire des profits, et il est simplement financé par les impôts, ce qui en fait une sorte de fonds social accessible à tous. Quand une personne désire faire un emprunt, le système calcule simplement de manière automatisée le montant maximum autorisé aux citoyens dépendamment des fonds disponibles, ainsi que le mode de remboursement optimal. Tous ces calculs se font en fonction de l'âge, du salaire, des dépenses incompressibles et de l'éventuel casier judiciaire du citoyen. Ainsi, l'endettement à outrance est extrêmement régulé par le CBI, et aucun citoyen de la FPT ne peut emprunter plus d'argent qu'il ne peut en rembourser, du moins pas par la voie légale. Car en effet, les prêts étant régulièrement refusés ou très limités, de nombreux citoyens se voient forcés de se tourner vers des réseaux criminels qui ne suivent pas les règles du CBI. Ainsi, ce système informatisé, bien que d'une grande efficacité, n'est cependant pas exempt de défauts. Et là où autrefois sévissaient cambrioleurs et braqueurs à main armée s'affairent un tout autre type de criminels, férus d'informatique, et cherchant régulièrement des moyens de passer outre les restrictions d'emprunt du CBI pour en retirer un bénéfice frauduleux, vendant aux plus offrants la possibilité d'emprunter plus que le montant légalement autorisé. La chasse aux pirates bancaires et aux réseaux d'endettement illégaux est une tâche à plein temps pour le prédateur chargé des finances, et de nombreux fonctionnaires spécialisés ont pour mission de traquer ces criminels fiscaux en son nom. De son côté, Mars fonctionne sur ce même principe, bien que possédant son propre serveur CBI localisé à Pater depuis 44 après Warp, et ce afin d'en faciliter la gestion par la colonie. Ce serveur autonome s'est par ailleurs avéré une véritable bénédiction pour l'AMI au moment de sa rébellion contre la Fédération, car son éventuelle coupure aurait été un frein net et brutal à son désir d'indépendance. La monnaie en place dans le système solaire est le crédit fédéral planétaire terrien, généralement simplifié par crédit FPT ou crédit. Du fait de sa dépendance au serveur CBI de Mars, l'AMI a conservé cette monnaie malgré la sécession, ce qui s'avéra d'ailleurs un avantage indéniable dans la reprise du commerce entre les deux rivaux. La valeur intrinsèque du crédit FPT est indexée sur la quantité d'eau moyenne consommée par une personne en une année. Cette valeur étant largement régulée par divers plafonnements constitutionnels, elle a tendance à être relativement stable au fil du temps, faisant du commerce de l'eau à la fois un secteur refuge mais également une activité à faible rentabilité. Dans la pratique, 10 crédits FPT permettent normalement de se procurer 1 litre d'eau dans la plupart des commerces du système solaire. À titre indicatif, 10 crédits correspondent peu ou prou à la valeur marchande d'un dollar américain du début du XXIe siècle. De plus, la plupart des biens de consommation ont une valeur similaire à leur équivalent de cette époque. Ainsi, dépendamment des régions, un repas standard dans un restaurant sur Terre revient en moyenne à 200 crédits par personne, tandis que le salaire moyen d'un terrien est de 15 000 crédits par mois.
Bien sûr, ces données ne valent que pour la Terre. Dans les colonies, la valeur de tels biens ou services peut largement varier. Par exemple, les denrées agricoles sont particulièrement rares et chères dans les colonies joviennes et vénusiennes, tandis que sur Terre, ce sont les matières premières minérales qui sont une ressource particulièrement prisée. Dans le même ordre d'idées, le salaire d'un mineur de glace sur Europe peut atteindre le triple de celui d'un terrien, une valeur pouvant paraître exorbitante pour un tellurique, mais ce n'est qu'une conséquence du prix de la vie dans les colonies lointaines. Et dans les faits, un résident jovien ne nage clairement pas dans le luxe, loin de là. À titre d'exemple, dans les colonies lointaines, la moindre pièce de viande peut valoir 10 à 20 fois le prix de son équivalent sur Terre, et la plupart des citoyens nés là-bas n'auront jamais l'occasion de manger autre chose que de la nourriture déshydratée, ou pour ceux ayant la chance de posséder une serre, quelques rares fruits et légumes frais. Au XXIIIe siècle, la recherche d'emploi reste une tâche difficile, mais tout de même facilitée par le nouveau régime imposé par la Fédération. Depuis l'unité mondiale et l'amélioration des moyens de transport, sans parler de la colonisation du système solaire, la recherche n'a pas tant évolué en termes de disponibilité que par la capacité des gens à se rendre facilement là où l'on recherche de la main-d'œuvre. Ce ne sont donc pas tant les qualifications des personnes que leur mobilité qui sont le facteur crucial pour trouver un travail à cette époque. En effet, il existera toujours quelque part un endroit où quelqu'un pourra vous embaucher, que ce soit comme technicien aérospatial pour les transports Nové, ou comme simple mineur dans une carrière de glace perdue au fin fond de la banquise d'Europe, le satellite minier de Jupiter. Cette vaste disponibilité du travail créée par l'unification mondiale a ainsi permis de réduire très fortement le chômage, et les rares demandeurs d'emploi sont généralement des personnes marginales ne désirant pas vraiment travailler, ou trop attachées à leur foyer pour oser le quitter afin de trouver un emploi. Ceux-là n'ont malheureusement pas énormément de choix en dehors de leur famille pour subvenir à leurs besoins, car la fédération ne cautionne absolument pas l'oisiveté et les non-travailleurs ne bénéficient jamais d'aucune aide financière du gouvernement. Du côté des loisirs, de nombreux choix s'offrent à ceux désireux de s'offrir du bon temps. Même si durant les guerres de l'énergie, de nombreux lieux de villégiature furent perdus ou oubliés, la plupart des loisirs du passé existent toujours aujourd'hui. Il est ainsi toujours possible d'assister à un match de football ou de rugby, ou pour les plus intellectuels de se rendre dans divers musées, théâtres et autres salles obscures. Des amusements plus modernes ont également vu le jour avec l'évolution de la société, comme par exemple le guardball, un sport atypique et violent où deux équipes de 4 guardianes tentent de prendre le contrôle d'une balle à l'aide d'un mecha-guard sur une surface de jeu précise, avec pour objectif de la conserver le plus longtemps possible. À la fin de la partie, l'équipe ayant accumulé le plus de temps de possession de balle remportant la victoire. Les loisirs informatiques ne sont bien évidemment pas en reste, et le développement des technologies holographiques et neurales a permis l'apparition de nombreux jeux vidéo en réalité virtuelle, que ce soit des jeux de guerre, de combat ou même des simulations de vie. De la même manière, les gadgets électroniques rivalisent d'ingéniosité pour attirer les clients friands de nouvelles technologies. On notera par exemple des téléphones mobiles à reconnaissance biométrique, capables d'afficher des messages dans une projection 3D holographique, voire même d'enregistrer une représentation en 3 dimensions de son environnement direct pour pouvoir revivre ses souvenirs de vacances en réalité virtuelle. Ces mobiles dernière génération pouvant bien entendu être dotés d'une infinité d'applications plus ou moins utiles à télécharger sur Extranet. À ce propos, le successeur d'Internet est bien entendu la plateforme mondiale Extranet, une puissante technologie d'intelligence artificielle permettant un accès rapide et optimal à une infinité de données, et évoluant d'elle-même pour mettre toutes ces informations à jour en temps réel. Ainsi, contrairement à Internet qui s'apparentait plus à un central de partage anarchique et peu fiable, Extranet fait ici plutôt office d'une monumentale encyclopédie vivante, vérifiant et réorganisant régulièrement son contenu de manière cohérente et s'adaptant précisément aux besoins de ses utilisateurs. Le fait que l'Extranet ne soit pas uniquement tributaire de ses utilisateurs pour évoluer fut en outre une des raisons de son large succès. Cependant, cette plateforme n'est pas qu'un service de renseignement et de téléchargement. Elle met également en avant le partage via une multitude de réseaux sociaux et de fonctionnalités, comme par exemple les serveurs de communication Holocom, capables de générer des conférences et des regroupements holographiques de plusieurs centaines de personnes simultanément, dans une infinité de milieux virtuels différents. Au milieu des conflits et des nouvelles technologies, on peut facilement oublier que la Terre n'abrite pas que l'espèce humaine, et c'est d'autant plus vrai suite aux guerres de l'énergie. De nombreuses zones sur la planète, faute d'intérêt stratégique ou simplement par manque de présence humaine, sont ainsi retournées à l'état sauvage. C'est le cas en particulier de la majeure partie de l'Indonésie, où la jungle et l'océan ont rapidement recouvert les villes désertées par les hommes suite aux crises climatiques et énergétiques. Ce secteur est ainsi devenu une série d'îles luxuriantes à la faune et à la flore généralement hostiles à l'homme. On y retrouve par exemple les célèbres tigres de Sumatra, ou bien les dangereux varans de Komodo, mais également des éléphants et une quantité innombrable de singes et d'oiseaux.
Cet isolement par rapport à la civilisation en a d'ailleurs fait des lieux de villégiature appréciés par les milliardaires, qui construisent de riches demeures en bord de mer, à la lisière de la dangereuse forêt tropicale. Le Moyen-Orient a également eu à subir la désertion de l'homme, en grande partie à cause des massacres perpétrés par l'IAC pour éliminer le problème des résistances arabes, mais également du fait du réchauffement climatique. La majeure partie des villes y ont été réduites en cendres, et seuls quelques centres urbains mineurs ont survécu à ces déprédations pour finir par crouler sous le poids des ans et du manque d'entretien. En effet, les quelques 150 000 personnes vivant encore dans ce secteur font partie de peuplades nomades, évitant comme la peste toute forme de civilisation moderne et vivant des maigres ressources que peuvent encore fournir la faune et la flore du désert aride qu'est devenu le Moyen-Orient. L'Amérique du Sud, pour sa part, a aussi largement été désertée par l'homme pour des raisons similaires aux pays musulmans. Vers la fin des guerres de l'énergie, alors que la Fédération européenne venait de capituler, l'IAC dut mettre au pas les rares pays n'ayant pas signé la charte de Pékin et dont la plupart étaient de petites dictatures d'Amérique du Sud. Le cercle ne s'embarrassa alors pas de fioritures et déploya une grande partie de sa puissance militaire pour raser les récalcitrants ou forcer ces derniers à signer la charte. Il en résulta que seuls quelques pays conservèrent leur intégrité démographique, en l'occurrence le Brésil et l'Argentine qui signèrent la charte de Pékin à contre-cœur. Les autres succombant face à la puissance inexorable de l'IAC, puis à l'exode de masse provoqué par la chute des dictatures et le manque de ressources. Si par ailleurs l'Amérique du Sud reste une zone intéressante pour la Fédération de par ses sites de lancement spatiaux, la plus grande partie du territoire a été réinvestie par la forêt amazonienne. En effet, l'unité mondiale a permis de mettre un terme au défrichement, en favorisant des moyens plus renouvelables de produire du bois et des zones agraires. En particulier en Afrique, secteur bénéficiant d'importantes ressources matérielles et technologiques dans le domaine de l'agriculture. Enfin, la découverte de l'énergie plasma a permis en grande partie de supprimer le problème du réchauffement climatique causé par l'utilisation excessive de combustibles fossiles. La pêche a aussi fortement été réduite, remplacée par de colossaux bassins d'élevage un peu partout dans le monde, et proposant tout un assortiment de poissons génétiquement modifiés, dotés d'une croissance plus rapide et d'un meilleur goût que leur équivalent sauvage. Ce nouveau mode de production aura permis à la Fédération de réduire ses coûts et à l'océan de retrouver une bonne part de son équilibre et de sa diversité biologique d'antan. Ceci étant encore amélioré par le fait que l'humanité préfère à présent rejeter la majorité de ses détritus dans l'espace, en particulier au niveau de la grande ceinture d'astéroïdes. L'élevage et l'agriculture pour leur part ont également bénéficié d'une nette amélioration, mettant un terme à la monoculture, et développant des techniques permettant de réduire les surfaces d'exploitation et d'augmenter le rendement, le tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et l'appauvrissement des sols. Ainsi, à notre époque, l'humanité vit sur une planète plus saine et à l'avenir moins sombre que ne le laissait présager la crise climatique de la fin du XXIe siècle. Depuis la mise en place du nouveau calendrier mondial, la gestion du temps a changé sur Terre. En effet, l'ancienne mesure du temps, trop peu adaptée compte tenu de la relativité, ne convenait pas à cette nouvelle ère spatiale. Il fut donc décidé de régler le temps sur la base d'un jour sidéral, bien plus facile à synchroniser à l'échelle d'un système solaire. Cependant, comme une journée sidérale dure 23h56 et qu'une année sidérale fait 366,25 jours, il fallut réajuster les mécaniques de toutes les montres afin de corriger la durée effective de chaque seconde et ainsi maintenir une journée type de 24 heures. Par ailleurs, le calendrier grégorien, majoritairement usité à travers le monde, fut conservé puisque ne causant qu'un décalage de 3 jours sur 10 000 ans, mais évitant de fait un bouleversement supplémentaire aux citoyens. Ainsi, dans ce nouveau système, une seconde équivaut à 0,9953 secondes de l'ancien temps. Ce fut par ailleurs un calvaire sans nom de réajuster l'heure du monde entier, et de nombreux décalages eurent lieu, provoquant de nombreux incidents dans les semaines qui suivirent la modification, en particulier au niveau des mécaniques de précision comme les satellites de géolocalisation. Et à partir de là, l'humanité put cependant profiter d'un affichage du temps précis, pouvant être utilisé partout dans le système solaire sans devoir constamment effectuer des ajustements pour compenser les effets de la gravité et de la relativité. Dans un autre domaine, comme la Fédération ne cautionne pas le principe de religion organisée, bien qu'elle n'empêche en rien la croyance tant que cela reste du domaine du privé, le nouveau calendrier fut l'occasion de supprimer le concept de fête religieuse. Pour remplacer cela, un système de jours fériés fixe fut installé, dont la fameuse journée mensuelle de relâche. En effet, le dernier jour de chaque mois est férié, et hormis quelques exceptions, ces moments sont chômés sur l'ensemble de la planète. S'ajoute à cela un certain nombre de jours non ouvrés supplémentaires, comme le Nouvel An, ou diverses commémorations comme celle de la découverte du Warp ou la fin des guerres de l'énergie. Dans un tout autre registre, le temps de travail moyen d'un civil au sein de la Fédération est en moyenne inférieur à celui d'une personne au XXIe siècle, puisqu'il tourne aux environs d'une trentaine d'heures.
Cependant, ce chiffre est à nuancer et n'est pas forcément une valeur fiable, puisque selon les cas, les variations peuvent être énormes, et qu'il n'existe pas vraiment de réglementation stricte à ce sujet. En effet, si sur Terre il est aisé de répartir les tâches entre plusieurs employés, la normalisation des salaires faisant qu'il revient au même de payer une personne pendant 30 heures que 2 personnes pendant 15. Dans les colonies comme Europe ou Ganymède, où la main-d'œuvre est moindre, le travail de mineurs nécessite bien plus de temps et d'efforts, et il n'est pas rare que ces personnes dépassent les 50 heures par semaine selon les postes, le plus souvent dans des conditions difficiles et dangereuses. C'est la raison pour laquelle un emploi dans les colonies lointaines est souvent mal considéré par la plupart des gens, même si le salaire est généralement à la hauteur de la difficulté. De la même manière, le temps de vacances de chaque citoyen varie selon les métiers et le secteur. Mais la fédération impose tout de même à ses citoyens un minimum de 4 semaines de congés par an, en plus des jours fériés. C'est ensuite aux entreprises et aux salariés de se mettre d'accord sur la manière dont sont agencées ces 4 semaines. Par ailleurs, le dimanche n'étant plus une journée chômée par défaut, c'est également aux intéressés d'adapter leur semaine en fonction de la nécessité. Les moyens de transport ont largement progressé depuis l'avènement du plasma, et encore plus depuis la découverte du voyage warp. Sur Terre, la plupart des civils ont accès à un véhicule personnel alimenté par un EPM. C'est une dépense lourde, mais souvent indispensable à la mobilité. Ces véhicules, généralisés sous le terme de Scarrier, de la contraction de Sky et Carrier, permettent de voyager relativement rapidement partout dans le monde. L'avionique privée ayant évolué à ce point, les compagnies aériennes ont peu à peu périclité, forcées de se reconvertir dans le voyage spatial, ou pour celles n'ayant pas les moyens de changer, de disparaître faute de clientèle. Une Scarrier est un véhicule pouvant apparaître sous des tailles et des formes diverses. Elles partagent pourtant les mêmes caractéristiques principales. Elles sont dotées d'un EPM qui, en absence de multiples systèmes auxiliaires comme sur un mecha, peut offrir l'intégralité de sa puissance à la propulsion du véhicule. Ainsi, une Scarrier dispose, avec à peine l'équivalent d'un verre d'eau, d'une autonomie de plus d'1 an, et d'une capacité pour certaines à atteindre des pointes de vitesse allant au-delà du millier de kilomètres par heure. Il est cependant interdit d'atteindre de telles vitesses en conduite manuelle, à moins de disposer d'un permis particulier, généralement réservé aux militaires et aux services de secours à la personne. Heureusement, toute Scarrier dispose d'un système de pilotage automatique lui permettant de rejoindre une position programmée par le conducteur, le tout en utilisant sa vitesse optimale et en empruntant des couloirs aériens sécuritaires en fonction de sa vitesse. Il est ainsi possible de voyager partout dans le monde en à peine quelques heures. Pour ceux n'ayant pas les moyens de se payer un véhicule coûtant plusieurs dizaines de milliers de crédits, il existe également tout un réseau de transports en commun, qu'il s'agisse des bus et des tramways desservant les villes pour une poignée de crédits, ou bien de l'impressionnant monorail à suspension magnétique conçu par Stardrive Industries et reliant entre elles la plupart des grandes villes du globe. La vitesse de pointe du MSM, comme il est simplement appelé, dépasse les 4000 km/h et utilise une combinaison de technologies gravifiques et magnétiques pour mener ses passagers n'importe où sur Terre en moins de 12 heures. C'est cette technologie qui a rendu possible en partie l'unité mondiale, détruisant sur son passage la notion de frontière en même temps que celle de distance. Pour leur part, Mars et le reste du système solaire ne disposent pas d'un réseau étendu de transport en commun, et la plupart des agglomérations sont ainsi victimes d'un isolement relatif les unes par rapport aux autres. C'est d'autant plus vrai dans les colonies lointaines comme celle d'Europe ou de Ganymède, où il peut arriver que des communautés soient coupées de l'extérieur pendant des années du fait de la distance. Au niveau du voyage stellaire, le commun des mortels n'a que rarement les moyens et le besoin de se payer un billet en direction des autres planètes, et encore moins nombreux sont ceux à posséder un vaisseau disposant d'un warp drive. Et même les quelques-uns disposant malgré tout de moyens suffisants utilisent majoritairement le grand tunnel warp pour atteindre leur destination en toute sécurité. En général, un civil n'aura cependant aucun intérêt à pratiquer ce type de voyage, hormis dans le cadre situationnel d'un déménagement dans une colonie, ou dans les cas encore plus rares d'onéreuses croisières à bord des luxueux paquebots stellaires de la compagnie Nové. Suite à la prise de pouvoir de l'IAC, la justice mondiale s'est rapidement calquée sur celle du Cercle. L'IAC et par la suite la Fédération disposant d'un système judiciaire sévère se montrant intransigeant avec les criminels. En activité dans la Chine originelle, la peine de mort est une des caractéristiques principales de la justice fédérale. En effet, celle-ci prône un principe d'équivalence et de réparation pour gérer la criminalité. Un meurtrier ou une personne ayant causé la mort par ses actes responsables sera généralement condamné à la peine capitale. L'emprisonnement et les amendes sont autrement les peines les plus courantes pour ce qui est des crimes moins graves. Cependant, d'autres châtiments sont aussi régulièrement pratiqués, comme par exemple la torture et le bagne pour les violeurs, les violences sur mineurs ou la trahison. Officiellement, ce sont les préators qui ont la charge du pouvoir judiciaire et qui peuvent décider des sentences selon leur bon vouloir. Cependant, l'unité mondiale a fait que cette tâche a rapidement été confiée à des fonctionnaires spécialisés.
Ces juges, nommés par le gouvernement et appelés censeurs, disposent des mêmes limitations et des mêmes règles que les autres factotums. Ils doivent par conséquent se montrer impartiaux et justes pour éviter qu'un comportement malhonnête n'attire l'attention du CSC et n'éclabousse la réputation des préators. Ces derniers ont par ailleurs toute l'attitude pour destituer et punir un censeur qu'ils estimeraient nuire à leur image, ou de manière plus éthique, qu'ils estimeraient ne pas faire son travail de manière honnête. De fait, tous les jugements sont enregistrés et mis à disposition du public sur l'extranet, permettant aux réseaux sociaux et au CSC de s'assurer de l'honnêteté des auxiliaires de justice, et même pour certains de se divertir. Par ailleurs, le système judiciaire de la Fédération n'inclut pas la notion d'avocat privé, et ce sont encore une fois des fonctionnaires, nommés procureurs fédéraux, qui ont à charge de mener l'enquête et de faire des déductions qui seront présentées devant le tribunal de manière impartiale. Chaque partie doit donc assurer elle-même sa défense et peut bien sûr toujours s'opposer aux conclusions du ou des procureurs fédéraux devant la Cour de justice. Il est simplement interdit de payer un tiers pour assurer la responsabilité de sa défense. Une fois que les faits ont été exposés par le procureur et que chaque partie s'est exprimée, le censeur doit prononcer son verdict. Il peut, pour l'assister, demander la mise en place d'un jury de citoyens neutres, bien que ce soit toujours son avis qui soit pris en compte au final. Celui-ci est d'ailleurs généralement irrévocable puisque les procédures d'appel sont extrêmement complexes à mettre en place. Elles nécessitent d'une part de mettre au jour une preuve suffisamment importante pour remettre le jugement en cause et d'autre part de la présenter directement aux préators qui décideront si oui ou non le verdict doit être revu. Étant donné l'emploi du temps très chargé des préators, inutile de dire qu'il est rare que ces derniers daignent écouter les plaidoiries de la multitude de citoyens désireux de faire appel. Sauf évidemment dans le cas de pistonnage en haute instance, ou dans le cas d'une médiatisation importante de l'affaire pouvant avoir des répercussions sur leur réputation. Quand un crime grave est jugé et n'implique pas directement la mort du condamné par pendaison ou fusillade, la plupart des criminels sont envoyés un certain temps dans des camps spécialisés où ils sont soumis à un travail dégradant, physiquement et moralement très difficile à supporter dépendamment du camp en question. Certains de ces camps sont particulièrement renommés pour la cruauté pratiquée sur ses occupants, en particulier le centre pénitentiaire de Bornéo, surnommé le 7e cercle en référence aux enfers de Dante, et dont l'assignation par un tribunal est souvent considérée comme un châtiment bien pire que la peine de mort. La paix et la sécurité sont par ailleurs assurées par une division spécialisée de l'armée, disposant des moyens et du personnel qualifié pour traquer et appréhender les criminels. En tant que militaires, ils ont en outre un permis de tuer, et quand la situation l'exige, ils sont capables d'affronter le danger aussi efficacement que n'importe quelle unité militaire de la Fédération. Cette unité spécialisée est appelée DSF, ou Division de la Sécurité Fédérale, et son quartier général est actuellement basé dans le sous-secteur germanique au milieu du district européen. On note également le cas des fonctionnaires assignés à certaines missions particulières qui ont une capacité plus ou moins importante à contourner la loi et pour quelques-uns d'entre eux à imposer un jugement sans comparution devant un tribunal. Ces derniers sont cependant relativement rares et toujours sous la surveillance attentive des préators et du Conseil de surveillance constitutionnelle. Si la piraterie a toujours existé, que ce soit du temps de Barbe Noire ou celui des pirates sénégalais, elle a pris des proportions encore jamais vues au XXIIIe siècle, tandis que les flibustiers d'autrefois troquaient leurs navires vétustes contre des vaisseaux spatiaux et des armements capables de raser des villes entières. De nos jours, la menace pirate est extrêmement présente, du fait de l'immensité du vide spatial et des innombrables endroits pouvant servir de cachette à ces criminels. Aussi bien du côté de l'AMI que de la Fédération planétaire terrienne, ce problème est une des priorités absolues, et des fonds énormes sont débloqués chaque année pour protéger les flottes et les convois contre les attaques de pirates. Il ne s'agit cependant que de la partie émergée de l'iceberg, car en réalité c'est un cercle vicieux des plus étranges qui a provoqué la montée en puissance des bandes de pirates dans le système solaire. En effet, suite aux désastres humains et matériels que furent les guerres terramartiennes, les deux factions rivales durent abandonner toute idée de guerre totale, simplement pour éviter que la civilisation humaine ne s'autodétruise dans un conflit stérile, et de manière plus pragmatique car après cette catastrophe, plus aucun des deux camps n'avait ni les ressources ni le soutien de la population pour continuer l'escalade à la violence. La solution trouvée pour pallier ce problème fut de recourir à des criminels pour effectuer la sale besogne et saboter les efforts de l'adversaire sans pour autant raviver les flammes de la guerre. Il s'agissait dans un premier temps d'une idée semblant géniale. D'un côté, on graissait la patte des pirates pour qu'ils cessent d'attaquer nos vaisseaux, et de l'autre, on les armait pour qu'ils se tournent sans vergogne contre ceux de l'adversaire. Il advint cependant qu'après plusieurs années à armer et soutenir des flottes corsaires, ces dernières devinrent de plus en plus incontrôlables. De nombreux corsaires ayant atteint une flotte d'une puissance conséquente finirent par se retourner contre leurs employeurs, ou dans le meilleur des cas se contentèrent d'ignorer leurs engagements pour se forger leurs propres empires du crime dans les coins les plus reculés du système solaire. Il advint même que certains groupes pirates, comme les émirs d'Oazistan, devinrent assez forts pour menacer les flottes expéditionnaires de l'AMI et de la Fédération, ce qui fut suffisant pour faire cesser toute tentative d'utiliser ces êtres sans foi ni loi dans l'affrontement.
Cette recrudescence de la menace pirate fut même l'une des causes qui favorisèrent l'apaisement entre les deux factions, car l'un des sujets les plus souvent abordés au CDI est sans conteste la recherche d'une solution à cet épineux problème d'insécurité dans l'espace. De fait, même si aucune des deux factions n'admettra jamais être en partie la cause de cette montée en puissance, il est clair qu'elles cherchent à présent à présenter un front commun pour corriger les erreurs du passé. Ce qui ne les empêche cependant pas de profiter de la moindre occasion pour tenter de prendre avantage de la situation et s'aborder la puissance ennemie. Il en résulte une alliance de nécessité sur cette question, extrêmement fragile cependant, et laissant la porte ouverte à de nombreux risques d'incidents diplomatiques et de menaces pouvant faire à nouveau exploser les choses entre l'AMI et la FPT.